je rappelle, hein, on essaie de s'y tenir, Jean-Claude Perronnet. 5 à 5. Je suis à vos ordres, Monsieur le Président. Je vais aller très vite, enfin j'espère, je ne suis pas sûr. En vous écoutant, donc j'avais un certain nombre de questions qui étaient vraiment au cœur des débats de votre présentation. Je commence par celle que j'avais prévu de poser en dernier parce qu'elle me semble fondamentale et je la pose de façon un peu brutale au ministre. Est-ce que vous avez dans votre feuille de route le projet de mettre sur les rails une loi de programmation? Je crois que c'est ça qui est fondamental. Elle aurait l'avantage de répondre à toutes vos questions, enfin, dans un idéal. Hein. Elle répondrait au financement, on saurait où on va, hein, sur 5, 6, 10 ans, je ne sais pas. Elle permettrait de clarifier les buts de l'aide au développement. En même temps, elle aurait nécessité une évaluation, puisque c'est l'obligation qui nous est faite constitutionnellement de le faire pour réaliser les lois. Elle aurait l'intérêt de la transparence et du débat public, en tout cas face au public. Et donc, je crois qu'elle aurait toutes les qualités et toutes les vertus. Et en plus, elle répondrait, et ça ne peut que me satisfaire, aux propositions du président de la République. Alors là, vraiment, on est obligé de le faire. Hein, Monsieur Severino, je pense que c'est ça qui est essentiel. J'ajoute, et c'est ma deuxième question que je voulais poser en premier, qui a été au cœur de vos présentations aux uns et aux autres, elle aurait le gros avantage de clarifier ou de permettre une meilleure gouvernance. Hein. On saurait mieux où on va. Parce que moi j'entends bien ce que vous dites, Monsieur le Ministre. Vous vous êtes mis d'accord en voyant Monsieur Fabius, Monsieur Moscovici, etc. Mais enfin, on a l'impression quand même d'une grande débauche d'énergie, peut-être de la part des ministres, mais on imagine de la part des différentes administrations qui toutes ont un petit bout de politique de pouvoir dans ce domaine. Hein. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux regrouper? Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à ce qu'un seul ministère regroupe l'ensemble des administrations? Je sais bien que Bercy veut tout voir, mais qu'il le voit en amont. Il n'est peut-être pas obligé d'avoir sur chaque aspect de la politique une intervention. Peut-être que c'est... Monsieur Bell sourit, mais il sait que depuis Louis XIV, c'est comme ça, hein, depuis Colbert. Hein, donc, c'est pas une grande nouveauté. Mais enfin, je crois que... parce que lorsqu'on regarde, par exemple, la façon dont les choses se passent en matière de réchauffement climatique. Le nombre d'intervenants est assez étonnant. Il y a le ministère de l'Environnement, les Affaires étrangères, parce qu'aux Affaires étrangères, il y a une direction des biens publics mondiaux. Il y a le ministère des Finances et il y a bien sûr l'AFD qui s'est non pas autoproclamé, mais qui a proclamé a décidé dans son plan d'orientation stratégique, elle ne l'a pas décidé seule, c'est très légitime et c'est très bien, dans son plan récent d'orientation stratégique, qu'elle était un acteur pivot en matière d'aide au développement, et donc en matière d'environnement. Et donc, j'ai une seule question, et donc, bon, il me semble que le regroupement serait bénéfique. La dernière question concerne les pays émergents. En écoutant M. Severino, je me dis que, en tout cas, M. Severino, je me dis que peut-être c'est une nouveauté intéressante, enfin, un aspect intéressant de l'aide et de l'action en direction des pays du Sud. Cela dit, on peut s'interroger légitimement, certains le font, sur l'aide, par exemple, à la Chine. Bon, la Chine, elle n'a pas besoin de prêts qu'on lui fait. Elle prête. Elle a même, si j'ai bien compris, l'essentiel de la dette américaine dans son portefeuille. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, je vais y aller voir. Je ne dis pas que je trouverai la solution. Mais enfin, c'est une question, une bonne question. Quel est le but? Est-ce que c'est une politique d'influence? Est-ce que c'est un moyen de diversifier les risques de l'AFD? Est-ce qu'il y a une péréquation entre les zones rentables et les zones non rentables? Si c'est une politique d'influence, c'est probablement raté. Puisque le rapport de l'inspection des finances qui a été présenté il y a très peu de temps indique le retour en direction des entreprises françaises, tenez-vous bien, j'ai lu ça plusieurs fois, est de 1%. 1%.
c'est peanuts, c'est rien du tout. Hein. Et donc, la question se pose vraiment de savoir quelle est notre politique, quel est le besoin qu'a la Chine et qu'avons-nous, nous-mêmes, comme besoin d'aller aider les Chinois, même si on voit bien les objectifs en matière d'aide, d'orientation en matière écologique qui sont nécessaires. Bref, je vois que Monsieur le Président me fait les gros yeux, j'arrête. Non, pas les gros yeux. Donc j'essaie de tenir. Christian. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas passer trop de temps à vous féliciter d'avoir organisé cette table ronde, puisque vous allez me décompter mon temps. Enfin, je tenais quand même à vous remercier d'avoir organisé cette rencontre avec la qualité des experts qui ont exposé leur point de vue et parfois des propos décoiffants comme celui de M. Severino, mais nous nous régalons toujours à entendre des éléments de jugement qui nous sont propices. Moi, je veux juste donner, en complément de ce qu'a dit très judicieusement Jean-Claude Perronnet, avec qui je partage la charge du rapport ici dans cette maison, trois éléments qui recoupent pour une bonne part ce qui a été dit. En fait, ce que nous recherchons au sein de la Commission, et ça éclairera peut-être nos invités, nous, ce que nous cherchons, c'est plus de vérité dans les chiffres. Plus de vérité dans les chiffres, car cela a été dit, et ça a été du reste reconnu par le ministre lui-même. Je pense que c'est une évolution importante que je tiens à saluer. Le fameux 0,7 est illusoire. On comptabilise à l'intérieur de cette enveloppe des choux et des carottes, les frais d'écolage, il y a même des dépenses qui concernent les dom-toms, qui sont pourtant un territoire français. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui viennent gravement perturber la perception que peut en avoir les autorités de contrôle, et notamment les parlementaires en la matière. Or, cette efficacité, cette première question sur la vérité des chiffres, elle a quand même des conséquences très graves. Parce que, dans le même temps, on tient depuis des années, toute majorité confondue, vous en conviendrez, des discours qui visent à faire croire que la France est un des éléments moteurs de l'aide et de la coopération en Afrique. Et quand je vois que les dons au Mali sont égaux à la moitié du budget de la modeste ville de 15 000 habitants que j'ai l'honneur de diriger, je trouve effectivement qu'il y a loin de la cuillère à la bouche et que l'on voit du reste les conséquences au même Mali de cette sorte de désintérêt poli qui, derrière les déclarations successives, fait que globalement, on a laissé un peu beaucoup, la véritable réalité des 14 pays les plus pauvres d'Afrique. Or là, le plus de vérité, Monsieur le Ministre, est très important. On n'est pas obligé, puisque tout le monde, tous les experts et tous ceux qui savent ce qu'il y a derrière la coopération connaissent la vérité. On peut revenir à la réalité et faire en sorte qu'on puisse mesurer clairement ce que nous faisons, y compris dans les contraintes budgétaires. Moi, je vous souhaite, et je vous l'ai dit, car lorsque vous avez eu très rapidement, après vos prises de fonction, la gentillesse d'inviter les rapporteurs, moi, je vous souhaite une bonne chance, parce que nous croyons véritablement à l'action que nous menons. Donc, plus de vérité dans les chiffres, c'est quelque chose de très important. Plus d'efficacité. Ça me semble très important, notamment là, à l'endroit de ce vieux débat, coopération bilatérale, coopération multilatérale. La coopération multilatérale, il n'est pas du tout question de la remettre en cause, il est simplement question d'éclairer la manière efficace ou non dont nous la mettons en œuvre, et singulièrement lorsque nous la mettons en œuvre avec les pays européens. Nous avons eu l'occasion de visiter sur place la manière dont l'aide européenne se met en place, et finalement on s'aperçoit que c'est souvent avec des mécanismes locaux que l'on arrive à se coordonner, mais que globalement il pourrait y avoir dans le plus petit pays d'Afrique 28 politiques de coopération, et même la 29e au nom des autorités européennes qui peuvent eux aussi l'inspirer. Donc là, n'y a-t-il pas nécessité? À mon sens, oui, et je pense que vous avez répondu clairement à cette question, de vérifier si d'une part, comme Jean-Michel Severino l'a dit, si nous payons bien notre quote-part, parce que les temps ne sont plus à en faire plus que nous ne pouvons. Déjà, faisons bien ce que nous faisons et faisons en sorte que, y compris en utilisant l'Union européenne, il puisse y avoir plus d'efficacité. Or, je n'entends très très peu parler, Madame Ashton, d'une politique de coopération européenne. Il y aurait beaucoup de choses à lui demander à travers le service européen d'action extérieure.
Enfin, cela a été dit, mais j'ai plaisir à noter que le Sénat a été un des tout premiers à soulever ce lièvre, si j'ose dire, c'est l'affaire de l'évaluation. L'affaire de l'évaluation, il n'est pas de bonne politique qui ne puisse s'évaluer. J'entends bien ici ou là la complexité qu'il y a à créer des thermomètres qui ne soient pas cassés, qui ne soient pas faussés. Ceci posé, lorsque l'on atteint 9 milliards et demi ou 10 milliards, enfin 9 milliards et demi plutôt, je pense que nous devons à nos concitoyens qui sont maintenant manifestement très attentifs à l'utilisation de l'argent public, les parlementaires peuvent en attester, je pense que nous devons véritablement vous accompagner à l'exécutif, au gouvernement. Les parlementaires doivent accompagner cette démarche en faveur d'une plus grande évaluation des politiques, parce que il y a nécessité de savoir si on peut redéployer, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, vers des pays qui en ont le plus besoin. Moi, j'ai la chance de coordonner l'action de solidarité du plus grand syndicat de communes de France, qui est le premier donateur dans le domaine de l'eau hors l'État. Je suis en mesure de vous dire au jour d'aujourd'hui combien nous aidons de gens, et nous nous sommes aperçus en mai que 4,5 millions de Franciliens aident 4,5 millions, pas un de plus, enfin peut-être 10 de plus, habitants du tiers-monde à boire une eau de qualité durable et pérenne. Et donc, c'est déjà un résultat. Alors maintenant, je ne sais pas, lorsqu'on est dans un lycée, ce que ça implique en termes de développement. Ce que je sais, c'est qu'en termes de santé publique, par exemple, l'eau fait disparaître 85% précisément des maladies hydriques dans l'année qui suit. Donc ce sont des ratios et des données que l'on peut générer. Voilà donc quelques perspectives que poursuit la Commission des affaires étrangères et ses rapporteurs pour essayer de vous aider dans votre mission. Monsieur le Alors, d'abord, je m'excuse parce que je devrais partir à 17 h, donc je réponds rapidement à vos deux questions. Je crois qu'il y aura peut-être une deuxième série. Je vais donner la parole aux deux autres rapporteurs et vous répondrez. Et j'en profite pour répondre aussi à deux interpellations de Jean-Louis Viellajus auxquelles je n'ai pas pu répondre lors du premier tour. Sur l'Union européenne, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quand vous citez les chiffres du Mali, je ne sais pas si vous le faites en intégrant justement la partie qui passe par l'Union européenne. Il ne faut jamais oublier que les 2/3 de notre politique de dons passent par le canal de l'Union européenne et que nous avons fait ce choix politique. Alors, Jean-Pierre Chevènement est parti, je crois, il était là. On a déjà eu, il n'y a aucun lien de causalité. Nous avons eu déjà cette discussion au moment de l'audition initiale au Sénat. Je considère que le drapeau européen, c'est aussi le drapeau français. Quand nous mettons de l'aide du don au Mali via l'Union européenne, via le HCR, via différents organismes de l'ONU, via le PAM, etc., c'est aussi l'argent du contribuable français. Et nous n'avons aucune raison de dire « Ah non, ça c'est l'ONU, ça c'est du multilatéral, ça c'est l'Union européenne. Nous, notre aide, c'est tant. » On se coupe un bras pour des raisons que je n'arrive pas vraiment à bien identifier. Et donc, je suis, moi, extrêmement attentif dans chacun de mes déplacements, et j'étais encore au Liban hier, à rencontrer systématiquement le délégué ou la déléguée de l'Union européenne, donc l'équivalent de l'ambassadrice ou de l'ambassadeur, avec son chargé de mission Fed, politique de développement notamment, et nous travaillons avec l'AFD, je les rencontre avec l'ambassadeur, avec le représentant de l'AFD, de façon à mettre sur la table nos coopérations, l'articulation entre notre politique de prêt via l'AFD, notre politique de don en bilatéral Quai d'Orsay ou en multilatéral Union européenne. Et donc j'essaye d'être, si vous voulez, une vigie sur la meilleure articulation possible entre le bi et le multi, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les deux. Il faut au contraire influencer la politique des organisations multilatérales, au premier rang desquelles l'Union européenne. Je rappelle que 19% de l'argent du Fonds européen de développement, c'est de l'argent français. Je ne vois pas au nom de quoi nous ne devrions pas chercher à influencer et chercher les mixages financiers qui fonctionnent. On travaille en ce moment au Burkina Faso sur ce qui pourrait devenir la plus grande centrale solaire en Afrique, avec un prêt AFD, BEI, KfW, et un don Union européenne qui viendrait compenser le surcoût pour le pays du fait de ne pas choisir une énergie fossile, pour faire simple. Si on arrive à ça, si on arrive à ce montage financier,
je trouve qu'on aura vraiment été au maximum de la bonne articulation entre le bi, le multi, le national et l'européen. Est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pouvez aller plus vite sur les autres, de donner la parole à Yvon Collin pour qu'il pose sa question parce qu'il doit s'en aller. Il me fait des signes. Bien sûr. Mais bon, comme vous le savez, le Sénat est une maison qui travaille beaucoup et nous avons organisé un débat sur l'évasion fiscale. Vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, ce sujet. D'ailleurs, je vais tout à l'heure faire une intervention où je consacre une large part à cette évasion fiscale dont souffrent certains pays africains. Donc, je vais rester dans le sujet, mais je vais être obligé de vous quitter. J'avais quelques questions à poser. Les rapporteurs spéciaux ont défloré le sujet. Permettez que je vous pose quand même 2 ou 3 questions rapidement. S'agissant de la taxe sur les transactions financières dont le PLF prévoit d'affecter 10% du produit au Fonds de solidarité pour le développement géré par l'AFD, pourriez-vous nous préciser l'avancement des discussions avec les partenaires européens et étrangers pour la généralisation de cette taxe? Peut-être avez-vous des informations. Deuxième question, les crédits de la mission APD sont maintenus au cours du budget triennal 2013-2015, nous l'avons bien noté. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'objectif de consacrer 0,7% du PIB à l'aide publique au développement, alors que la France se situe, je crois, vous serez d'accord avec ces chiffres, à hauteur de 0,45% environ, sauf si vous démentez ces chiffres. Le PLF 2013 prévoit une hausse de 9 millions d'euros des autorisations d'engagement allouées aux ONG. Pouvez-vous nous préciser les critères d'attribution de ces aides et, le cas échéant, les ONG bénéficiaires, si vous les connaissez? Et enfin, dernière question, lors de votre entrée en fonction, vous aviez distingué les subventions des dons. Et dans quelle mesure et selon quels critères prévoyez-vous une augmentation éventuelle de la part des dons dans l'APD française? J'aurais pu. Ensuite, j'avais prévu de développer, d'évoquer le défi alimentaire en 2050. J'ai commis un rapport au nom de la délégation à la planification, un rapport que j'ai eu le plaisir de vous remettre, Monsieur le Ministre. J'aurais souhaité en dire un mot, mais là, le débat va commencer. Je suis désolé, puis les temps de parole sont comptés. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole rapidement. Merci. Madame Keller, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, messieurs présents sur la tribune, mesdames nombreuses et messieurs présents dans la salle et mobilisés sur ces questions d'aide au développement. Je suis la première fille qui parle, donc voilà, je ne pouvais pas m'empêcher. Voilà. Alors, à mon tour, quelques questions précises, Monsieur le Ministre, messieurs. D'abord, je voudrais vous dire ma déception sur les orientations du budget 2013. Je l'ai dit hier à M. Cahuzac, 10% de la fiscalité de la TTF française, en fait. C'est le droit de timbre créé en février dernier, affecté au développement, c'est trop peu. Cette taxe a vu son montant doubler au projet de loi de finances rectificative de juillet. Il eût été normal de porter cette affectation à 50%. Et Monsieur le Ministre, nous sommes à vos côtés pour porter cette piste, en tout cas l'augmentation de la ressource affectée, parce qu'on sent bien que ça permettra de sécuriser l'aide au développement. Monsieur le Ministre, si la mesure du pourcentage du RNB n'est pas parfaite, c'est un thermomètre qui a le mérite d'exister. Deuxième réflexion au sujet du printemps arabe, sujet d'actualité. Les pays concernés sont fragilisés. Je voudrais reprendre l'idée de Jean-Michel Severino qu'on n'a pas tout à fait la même responsabilité suivant les pays, et les pays du Maghreb, l'Égypte, enfin ce sont des pays qui nous concernent s'agissant du pourtour méditerranéen. J'ai moi-même fait un voyage en Tunisie et j'étais très touchée par les attentes à l'égard de la France, à un moment où les incertitudes politiques sont grandes et l'image donnée parfois par nos médias nationaux ne reflète pas les débats internes à ces populations qui ont besoin de se sentir soutenues, épaulées, peut-être sur des projets plus matériels pour que, voilà, on essaye de faire repartir l'économie, améliorer les infrastructures, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration de la mise en œuvre du partenariat de Deauville à mettre en œuvre très rapidement, peut-être même avant les assises, pour donner un espoir renouvelé aux pays arabes? Enfin, troisième question plus techno. 3 programmes, mais 17 autres programmes concernés par l'APD. Et encore, on est juste au niveau de l'État français. On n'a pas parlé des agences. On pourrait parler des agences de recherche, des agences de financement.
Et encore, on est national, parce que quand on va dans les pays, ça se déverse comme un entonnoir, l'équivalent de différents pays financeurs. Comment, sur les sujets, croiser les compétences, croiser les outils, mieux organiser une aide plus efficace sur le terrain. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une coordination un peu systématique à organiser, au moins avec les grosses agences de financement d'autres pays européens? Comment fédérer les approches agricoles, climatiques, démographiques? Alors, moi j'ai un sujet de passion qui est les questions de santé, mais qui se trouve au croisement de toute une série d'analyses, et ce n'est qu'en rapprochant les compétences, pas forcément avec beaucoup de budget en plus, mais en ajoutant les personnes et en les faisant travailler ensemble, qui ont un bout de la connaissance, qu'on pourra peut-être construire des politiques de développement plus robustes et plus efficaces sur le long terme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bien. Dans les 5 minutes qui me restent, il y a un certain nombre de sujets, de questions que vous posez, Madame Keller, qui trouveront pleinement leur place, justement, dans les assises, notamment sur la question de l'efficacité. Je vais reprendre les points que j'avais évoqués. Sur les questions budgétaires, puisqu'il y a des sujets sur la TTF, il y a un sujet sur les dons, il faut que vous me donniez l'autorisation, puisque ensuite moi je vais faire des auditions, et que je ne suis pas, me semble-t-il, dans le cadre d'une audition à proprement parler. Donc je veux bien donner quelques éléments de réponse. Nos amis commissaires des finances ont cru que vous étiez... Voilà, mais je ne veux pas déflorer leur habitude. Trop le sujet pour vous donner quand même le privilège de mes réponses. Mais ceci dit, je ne vais pas ne pas répondre non plus. Sur la taxe sur les transactions financières, alors, sans polémiquer, je constaterai quand même que la taxe française, sans polémiquer, je constate simplement que le précédent gouvernement avait prévu une part allant au développement équivalente à 0. Bon, donc déjà, on n'est pas en régression. Non, il a créé. Non, il a créé la taxe. Il a créé la taxe. Il n'a pas affecté la taxe au développement. Sinon, ça se serait su. Ce n'était pas dans le cas dans le budget. Vous avez voté contre. Bien, attendez. Non, mais vous voyez, ça c'est une vraie audition. Bien. Mais le point de départ, c'était ça. Parallèlement, l'engagement du président de la République était, dans la campagne, porté sur la taxe européenne sur les transactions financières, taxe qui est en cours de création. Nous sommes sur le point de finaliser la coalition des pays qui vont aller en coopération renforcée pour pouvoir mettre en place cette taxe dans les meilleurs délais. Donc, quand j'entends dire parfois que le président de la République s'était engagé à affecter 50% de la taxe française au développement, je suis obligé de vous dire que ce n'est pas un engagement de campagne, qu'il n'y avait pas eu d'engagement de campagne de la part du président sur la taxe française au développement, elle portait sur la taxe européenne. Et donc, avec Laurent Fabius, nous avons souhaité qu'une partie, contrairement à ce qui était prévu, qu'une partie soit quand même affectée au développement. Et donc, nous avons discuté. Les contraintes budgétaires existent. Ce n'est pas à vous, Madame Keller, que je vais la prendre. Et donc, nous avons finalement décidé d'affecter 10% de cette taxe au développement. Est-ce que vous me demandez à titre personnel, est-ce que c'est trop peu? Je vais vous répondre oui, évidemment. Est-ce qu'il était possible d'aller plus loin dans le contexte budgétaire actuel? Sincèrement, non. Et donc, nous allons, puisque cette taxe a été doublée, vous l'avez rappelé, ce qui, selon les prévisions budgétaires actuelles, permet d'envisager une recette d'1,6 milliard d'euros, ce qui donne donc 160 millions d'euros, qui vont être alloués à deux grandes priorités. La première, tout ça a été annoncé par le président de la République à New York lors du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies. Première priorité, la santé. Vous savez que la France est déjà le premier bailleur au monde rapporté, quand on compare son effort rapporté à son PIB par tête. Et donc nous allons conforter cette place de leader mondial. J'aimerais bien que de temps en temps, on n'oublie pas qu'on a quand même ce privilège, cet effort remarquable, et que si on peut envisager d'avoir bientôt une génération sans sida, c'est en partie grâce à l'effort français. Deuxième élément, c'est la question du climat. Vous savez que le Fonds vert, que les négociations climatiques vont pour se poursuivre et il y a un rendez-vous à Doha. La France avait pris des engagements dans le passé et donc une partie du financement, une partie des recettes liées à la taxe sur la transaction financière seront donc affectées à la question du climat.
tout cela fait que, quand on regarde les aspects budgétaires, mais encore une fois, je ne veux pas trop déflorer les éléments de discussion pour les auditions, on est à peu près à l'équilibre. On est à peu près à l'équilibre entre la mission budgétaire et l'addition liée à la taxe sur les transactions financières. Ce qui veut dire que malgré l'effort budgétaire qui est demandé à l'ensemble des ministères, le président de la République, puisque c'est un arbitrage qui lui est revenu, a souhaité ne pas faire peser un effort trop important sur l'aide publique au développement. Et j'entends évidemment les ONG qui diront que ce n'est pas assez. Je pourrais, dans une autre vie, j'aurais pu signer les communiqués. La réalité, quand vous devez arbitrer, c'est qu'à un moment donné, vous faites des choix. Et le choix qui a été fait, il faut aussi le comparer par rapport à d'autres politiques publiques. Et donc je pense qu'un choix qui consiste à ne pas avoir du tout sacrifié la solidarité internationale mérite d'être souligné pour répondre à la question Corrèze-Zambèze, malgré l'origine électorale du président de la République actuelle. L'autre élément sur les dons, encore une fois, sans rentrer dans le détail, la part des dons qui est consacrée, la part des dons qui passent par les ONG sera doublée et le processus sera entamé dès la loi de finances 2013. C'était là aussi un engagement du président de la République, comme les assises d'ailleurs, ce qui veut dire que c'était un doublement sur le quinquennat. Si vous nous dites oui, mais vous ne faites que rattraper un retard, la réponse est oui. La France était très en retard. Je crois que certains États sont à 5%. On va passer de 1 à 2. Si on peut faire mieux, on fera mieux. Mais l'engagement qui avait été pris pendant la campagne, notamment vis-à-vis de Coordination Sud, est tenu, est inscrit dans le projet de loi de finances et en prévision sur les projets de loi de finances suivants. Je ne vais pas davantage rentrer dans le détail sur les questions budgétaires parce que vous finirez par y prendre ombrage. Concernant le climat, je voulais dire que nous avons mené parce que maintenant la responsabilité des négociations climat est entre le MED, le ministère de l'écologie, et le ministère des Affaires étrangères. Et nous avons mis en place une cellule, task force, peu importe, qui se réunit tous les mois entre les différents cabinets, Laurent Fabius, Delphine Batho, le mien, les directions concernées, direction de la mondialisation, quelqu'un parlait des biens publics mondiaux, la direction compétente évidemment au ministère de l'écologie, de façon à avoir un discours, un partage des informations et une stratégie commune dans les négociations européennes et dans les négociations internationales, sachant que le partage des rôles entre Delphine Batho et moi-même est assez naturel. Toutes les négociations et domestiques et européennes sont de son ressort, les négociations internationales davantage du mien. Concernant la loi de programmation, je vous invite à faire en sorte que ça puisse éventuellement être un débouché des assises. Ça fera partie de la discussion. Ce n'est pas à moi de préjuger de ce qui pourrait être le résultat des assises, mais j'imagine qu'en tant que parlementaire, en tant qu'ONG, vous allez faire cette demande et je vous invite bien évidemment à la faire. Concernant la Chine, faut savoir que l'aide à la Chine, et c'est important de le préciser, n'emporte aucun coût budgétaire pour l'État. Ce ne sont que des prêts, quasiment sans concessionnalité. Et donc, on est sur un mandat très clair, qui, je crois, date déjà de l'ancienne direction de l'agence, un mandat développement durable, pour faire simple, donc biodiversité, énergie renouvelable, efficacité énergétique, ville durable, et sans coût budgétaire. Donc, on ne peut pas dire qu'on aide, au sens strict du terme, qu'on aide la Chine. En revanche, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut lutter contre le changement climatique. Il faut économiser des tonnes de CO2. Qu'on les économise ici, qu'on les économise au Burkina ou qu'on les économise en Chine, dans une logique de bien public mondial, c'est la même chose. Et si ça coûte beaucoup moins cher de les économiser en Chine parce que l'efficacité énergétique est beaucoup moins bonne, allons-y. Pourquoi s'en priver? Et donc, nous n'intervenons que dans ce mandat, sans coût budgétaire, et avec une logique de lutte contre, d'apporter des solutions aux biens publics mondiaux. Ensuite, vous évoquez un point qui est est-ce que ça a un débouché pour les offres
pour l'offre française et pour les entreprises françaises. Moi, je vais vous dire, c'est quelque chose, c'est un sujet récurrent, hein, le débat aide publique au développement versus en quoi ça doit profiter ou pas aux entreprises du pays concerné. Moi, là-dessus, ma vision est assez simple, elle est partagée par l'ensemble des acteurs au sein du gouvernement. D'une part, nous n'avons pas le droit de lier l'aide. L'OCDE nous l'empêche et je vois mal un gouvernement de gauche français s'engager dans un processus de reliaison de l'aide. Ceci dit, rien ne nous empêche, puisque nous avons une stratégie d'aide publique au développement, éventuellement que lorsque des services sont apportés à la population, ce soit des entreprises françaises qui les rendent. C'est ni un tabou, c'est clairement pas une condition, mais c'est pas un tabou non plus. Ce serait absurde de dire « Ah ben non, j'aide le Brésil ou la Colombie à se doter d'un régime de transport en commun à Bogota ou à Rio, mais il est hors de question que ce soit Alstom qui fasse le job. » Ce serait un peu aberrant. Donc la stratégie que nous avons, elle est simple. C'est dans le cadre de l'orientation développement durable de l'ensemble de l'aide publique au développement, de faire en sorte de structurer ensuite une offre verte des entreprises françaises. Et pas seulement des grands groupes. Et j'ai demandé à plusieurs reprises au réseau des élus locaux de nous faire remonter des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, des PME, 150, 200, 300 salariés, qui sont assez largement inconnus aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, comme je pense à Bercy, pour en avoir discuté avec Nicole Bricq, mais qui pourraient constituer un vivier qui peut rendre des services et satisfaire les besoins de développement durable des pays du Sud. Et donc ce n'est pas une condition, mais ce n'est pas un tabou non plus. Et je crois que nous avons une vraie marge de progression, et je m'y emploie, avec Nicole Bricq notamment, pour structurer une offre d'économie verte française, de façon à ce que moi je puisse dire à mes interlocuteurs lorsque je fais des déplacements, ben voilà, si vous voulez lutter contre le changement climatique, si vous voulez mettre en place un plan climat, nous avons tel et tel bureau d'études qui sait le faire. Et nous avons peut-être des collectivités qui peuvent être intéressées dans le cadre d'une coopération décentralisée avec de l'expertise. Et puis au final, si ça débouche sur des transports en commun ou si ça débouche sur telle ou telle proposition en termes de services urbains, nous avons possibilité de vous offrir ce service avec des entreprises françaises. Ça n'est ni un tabou, ni une condition, encore une fois. Moi, je suis assez pragmatique sur ce point et je crois que le temps qui m'était imparti est largement dépassé. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.